Donc en fait, t'es obligé de te re-soigner. Et pendant ce temps-là, les autres copains qui ont le même âge que toi, ils peuvent gagner des courses, ils peuvent avancer, et toi, tu stagnes, en fait, il se passe rien. Et surtout, je me suis rendu compte que je commençais à avoir peur sur le vélo. Moi, sur tous les BP que j'ai pu faire sur ces 6 années, jamais, à aucun moment, j'ai parlé de profitabilité. Pourquoi revendre dans ce cas-là ? C'est parce que t'en avais marre ou La dernière boîte, ouais, j'ai revendu parce que j'étais cramé, j'étais fatigué. En fait, un entrepreneur passe son temps à essayer de convaincre. Ouais. Et la plupart du temps, on lui dit non. Et en fait, ton enjeu, c'est pendant combien de temps tu vas tenir jusqu'au moment où tu vas craquer. Vous écoutez 360 Insight. Je suis Nathalie Royer et je vous propose dans ce podcast des conversations sans filtre avec des personnalités inspirantes qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Du monde de la tech à l'industrie du luxe, nos invités partagent avec vous leur parcours, leur succès. Mais ils vous livrent aussi les coulisses de leur business et les réalités concrètes de leur quotidien. J'ai une surprise pour vous. À chaque épisode, j'invite un invité mystère pour nous livrer une anecdote inédite sur notre personnalité du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie, je suis ravie de vous retrouver. Alors avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que j'ai besoin de vous. Alors si vous avez 2 minutes à perdre de votre temps, même pas 30 secondes, un like, un commentaire, vous abonner, mettre la petite cloche sur les réseaux sociaux. Ça me permet de vous proposer toujours du contenu de qualité avec des invités de qualité. Et en parlant d'invités de qualité aujourd'hui, je reçois un entrepreneur et on repart du côté de la tech avec Nicolas Lemétayer qui est un hyperactif, un serial entrepreneur, comme on peut appeler ça. Et pas que, maintenant, il est passé du côté investisseur, notamment dans la Sportech. Nicolas, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à tenir en place pendant 1 heure ? Je vais essayer. Je vais faire mon max. Bon alors, du coup, petit clin d'œil sur comment on s'est rencontrés à une soirée vélo. Alors, vraiment, je sais pas qu'est-ce que j'étais venue faire à une soirée vélo. Je sais pas non plus d'ailleurs. Ouais, c'était pour le podcast. Finalement, j'avais été introduite et on se retrouve ici. Comme quoi, les graines semées. C'était il y a 1 an, je pense, à peu près là maintenant. Ouais. Et donc, le vélo, parce que c'est ton sport fétiche. C'est ma passion, en fait, le vélo. C'est ta passion. Ouais. Et il me semble que tu en fais énormément. Je continue à beaucoup rouler, même si j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris quand même 18 kilos, mais je continue à faire entre 12 et 15 000 km par an de vélo, à peu près. Je me rends pas trop compte par semaine ce que ça fait entre 10 heures par semaine à peu près de vélo, quoi. D'accord. Ah oui, donc on est quand même sur du haut niveau. Et alors, c'était drôle cette soirée parce que c'était pour lier business et vélo. Ouais. Et ce que j'ai entendu toute cette soirée, c'était « Bike is the new golf ». C'est vrai. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui ? Je pense que c'est un des sports dans lequel tu peux connecter. Il y en a d'autres en ce moment, on parle beaucoup du paddle aussi, où oui, c'est vrai. Il y a des soirées qui s'organisent autour du paddle, j'ai l'impression que ça connecte pas mal. Donc je pense qu'en tout cas, le vélo est un sport où tu peux connecter, où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parce que les entrepreneurs, globalement, sont des personnes qui aiment bien un peu se faire mal. Les transpositions avec le sport d'endurance et l'endurance nécessaire dans l'entrepreneuriat, elles sont assez faciles. Ouais. Donc, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des marathons, qui font du triathlon, qui font du vélo. Donc, il y en a beaucoup, puis ça reste un sport qui est cher. Donc, du coup, voilà, c'est aussi un moyen... Enfin, tu te retrouves finalement à côtoyer des gens qui ont souvent des profils d'entrepreneurs qui peuvent se payer des vélos à 7K, 8K, 10K. Ouais. Donc, je pense que c'est un moyen, effectivement, qui connecte bien. Et je pense aussi que souvent, les entrepreneurs, ils aiment avoir une alternative à une façon de connecter. Ouais. Parce que tu te retrouves souvent à faire des soirées ou autre. C'est difficile de créer une relation, en fait, avec la personne. Et le sport, ça permet quand même de tisser des relations, tisser des liens, tu vois, avec des personnes. Ouais. Donc, moi, j'avais fait rentrer... il y a très longtemps, j'avais fait le Mont Ventoux avec des potes. Tous les ans, je le fais une ou 2 fois. C'est la classique, le Mont Ventoux. C'est ça, exactement. Mais du coup, il se trouve qu'à un moment donné, je fais le Mont Ventoux avec un gars du groupe. On avait à peu près le même niveau. On fait le vélo ensemble. Et à la fin, finalement, j'apprends que c'est un entrepreneur
qui a une grosse boîte qui s'appelait Nextway à l'époque, qui avait levé de l'argent auprès de VC, etc. Ouais. Et en fait, ça a été un de mes premiers business angels qui a mis de l'argent dans une de mes boîtes. Et à ce moment-là, il a mis de l'argent dans la boîte parce que il m'avait vu en tant que personne. Okay. Et qu'il avait vu que tu te donnais vraiment à fond sur le Mont Ventoux. Le côté... Il s'est dit, s'il avance aussi bien dans la vie que sur son vélo, alors on prend. Quand tu lèves de l'argent au tout début d'un projet, c'est la personne ou les personnes qui vont faire la réussite du projet, quoi. Donc en fait, l'idée, tout le monde sait qu'elle va évoluer, que le marché, il peut évoluer. Il peut y avoir des problématiques réglementaires qui peuvent faire évoluer un marché d'un coup, tu vois. Tu peux avoir des éléments, des impondérables, genre un Covid ou ce genre de choses. Donc, en fait, ce qui compte, c'est la capacité de l'entrepreneur à pouvoir réagir dans ces moments-là, quoi. Donc, je pense que quand un entrepreneur, enfin, un business angel investit dans un jeune entrepreneur qui est au tout début d'un projet, il va surtout regarder l'attitude de la personne. Okay. Et donc, forcément, le sport et le vélo, où tu passes 8 heures ou 10 heures sur un vélo, tu triches pas, en fait. Quand tu passes 10 heures avec quelqu'un sur un vélo à transpirer, à monter un col, il y a forcément des moments où tu es bien, des moments où tu es moins bien. Et donc, en fait, tu peux pas tricher, en fait, pendant autant de temps. Ouais, c'est la persévérance. Et l'effort, voilà. Le goût de l'effort. En tout cas, ça fait de toi quelqu'un qui peut pas tricher dans ce moment-là. Et donc, ça peut être un moyen intéressant pour un investisseur de voir ou de se rassurer sur la capacité de l'entrepreneur à gérer sa résistance à l'effort. Exactement. Alors, on a fait une longue introduction vélo. Désolé. Non. T'as donné pas mal d'éléments, en fait, sur toi. Je peux pas me lancer sur le vélo. Non, mais en fait, je me permets de t'interrompre parce qu'en fait, on ne sait toujours pas qui tu es. Exactement. Donc, si tu peux te présenter peut-être en 1 minute, parce qu'on a tellement de sujets à traiter aujourd'hui. Écoute, du coup, déjà, je pense que ce qu'on peut dire de moi, c'est que je suis un passionné de vélo, maintenant. Je pense que je pense qu'on avait compris. C'est assez clair, du coup. Non, je suis entrepreneur, maintenant dans la tech, en France, depuis à peu près 15 ans maintenant. Et je ne suis pas du tout devenu entrepreneur. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, qui très vite ont envie de monter des boîtes. Moi, ce n'est pas du tout venu comme ça. Moi, j'ai un parcours atypique. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai fait du vélo, justement, du sport de haut niveau. Je suis retourné à l'école à 20 ans. J'ai fait mon bac en candidat libre, puis une prépa. J'ai intégré l'ESC Lille et j'ai fait quasiment une dizaine d'années dans des gros groupes, des grosses multinationales comme Pepsi, DHL, sur des fonctions de sales, assez vite de management commercial. Et je suis arrivé à l'entrepreneuriat par un entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai intégré une boîte qui avait été fondée par un entrepreneur français qui faisait du coup, lui, sa deuxième boîte. Ça s'appelait les relais Kiala. Donc, c'était un dispositif qui permettait de se faire livrer dans un relais à côté de chez toi. D'accord. C'était il y a plus de 10 ans. Donc, maintenant, ça paraît assez naturel. Mais il y a 10 ans, c'était novateur. Précurseur. Et en fait, cette boîte, elle s'est fait racheter par UPS, qui était donc le concurrent de DHL. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai eu vraiment envie de devenir entrepreneur. Donc, je suis devenu entrepreneur, au début dans des business plus traditionnels. Donc, j'ai commencé par une boîte qui livrait des colis. Donc, en rapport un peu avec Kiala, du coup. Et la logistique, c'est-à-dire qu'en gros, on avait un hub à Saint-Denis, on faisait de la livraison du dernier kilomètre pour des boîtes comme The Body Shop, Yves Rocher, avec des petits camions électriques. Voilà. Et je suis vraiment rentré dans la tech en rencontrant du coup Cyril Chiche dans un endroit à Paris qui s'appelle le Nouma, qui n'existe plus, je crois, qui était dans le Sentier. Ça me parle, Cyril Chiche. Alors, Cyril Chiche, c'est le fondateur de Lydia, en fait. Ah oui, bah oui. Voilà. Et donc, j'ai fait partie un peu du début quand même de l'aventure Lydia. C'est comme ça que je suis rentré dans la tech. D'accord. Et de la tech que j'ai eu, là encore, eu envie de faire ce bridge. Après avoir appris dans la tech, et après, par exemple, d'un entrepreneur comme Cyril, tu apprends beaucoup de choses. Après, j'ai eu envie, moi aussi, de monter mes projets tech. Voilà. Donc, maintenant, ça fait quelques années que je fais ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir, du coup, fonder notamment 2 startups que j'ai revendues. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et là, j'entame ma 40e année. Et tu n'as même pas encore parlé de ton activité d'investisseur? Non, parce que c'est tout récent. En fait, moi, j'ai vendu ma dernière boîte il y a 1 an. J'ai pris le temps déjà parce que sur quasiment les 10 dernières années, j'avais presque pas pris de vacances. Et notamment, je pense que sur les 4 dernières années, j'avais dû prendre 3 semaines de vacances. Donc, j'étais cramé. J'avais enchaîné ce qu'on appelle... j'ai enchaîné 3 levées de fonds en 3 ans.
dont des levées de fonds auprès de VC. Et j'ai enchaîné les roadshows, le déploiement, le scale. Et notamment les 2 dernières années, j'ai enchaîné du coup la levée de fonds auprès d'investis et la revente de la boîte. Donc j'étais complètement cramé. Et pendant 3-4 mois, j'ai pas fait grand-chose. À part faire du sport. Ce qui est déjà pas mal. Il faut relâcher un petit peu la pression. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Et en fait, ça fait maintenant quelques mois qu'on a monté avec 5 autres associés. Donc, un accélérateur de start-up dans l'industrie du sport, du bien-être et de la santé. Et notre job, en gros, c'est d'aider les entrepreneurs à cranter. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est prendre des projets qui sont assez jeunes en réalité, qui existent déjà, qui ont déjà quelques clients. Et en fait, avec mes associés, on est assez à l'aise sur ce qu'on appelle le 0 to 1, donc aller chercher le premier million d'euros de chiffre d'affaires. On a créé un dispositif qui permet à ces boîtes de pouvoir les accélérer pendant 3-4 mois. Ouais. Et on a créé à côté, du coup, un véhicule d'investissement qui nous permet d'investir dans ces boîtes, uniquement les boîtes qu'on a accélérées. Et ça, on le fait pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on veut, préempter le risque d'échec des entrepreneurs, puisque globalement, sur mon parcours, moi, j'ai vu quand même beaucoup d'entrepreneurs qui avaient commencé, par exemple, en même temps que moi, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, qui n'existent plus. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui échouent. Ouais. C'est même la majorité des cas. Ouais, alors on parle souvent de 90% des boîtes avant 3 ans. Je ne suis pas connaisseur du chiffre précis, mais il doit être élevé. C'est celui-là qu'on entend habituellement. Ouais. Et après, l'autre sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser les chances pour un entrepreneur de gagner de l'argent, c'est-à-dire l'exit des boîtes. Ouais. Ça, c'est un autre vrai sujet. Il y a assez peu d'exit en fait, en réalité, de boîtes. L'exit moyen en France, il est inférieur à 10 millions d'euros. Là, je parle de boîtes financées dans la tech. Donc, ok, on est très tech. Qui a réussi une levée de fonds et qui est financée dans la tech. Et nous, en gros, on s'intéresse beaucoup à ça. Et juste pour finir, on a créé ce véhicule d'investissement où on investit dans les boîtes qu'on accélère parce qu'on veut aussi préempter le risque d'échec auprès des investisseurs qui co-investissent avec nous. Parce qu'on a pris le temps en fait, de passer 3 mois, 4 mois, 5 mois avec un entrepreneur. Et donc, en fait, pour nous, on connaît l'entrepreneur. Donc, on a préempté, par exemple, un misfit qu'il pourrait y avoir sur des relations humaines ou autres. Ouais. On a vraiment pris du temps, on a passé du temps avec l'entrepreneur. Ok. Voilà. Alors, je suis un peu perdue là parce que tu m'as fait un mini podcast en 10 minutes. Tu m'as dit 1 minute pour me présenter, ça va, j'ai fait 5 minutes. Non, je plaisante, je t'embête. Non, du coup, j'ai beaucoup de questions et évidemment, dans tout ce que tu as dit, on a un parcours déjà atypique. T'étais petit, tes études avec du sport de haut niveau. Ensuite, une expérience, on va dire, corporate dans des grands groupes. Après, le côté entrepreneur. Donc, tout ce qu'on peut avoir, entre guillemets, cliché de l'entrepreneur avec le levée de fonds dans la tech, plus des exits. Maintenant, le côté investisseur. Et en fait, à chaque fois, c'est des renouveaux. C'est des nouveaux métiers que tu fais à chaque fois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette transition. À chaque fois, comment elle s'est passée. Donc, pour commencer, peut-être, j'aimerais bien savoir... Comment t'as grandi en fait? T'étais comment quand t'étais petit? Dans quel milieu t'as évolué? Je viens d'un milieu où j'ai pas beaucoup vu mon père et voilà. Tu travaillais beaucoup? Travaillais beaucoup, ouais, et en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai dû commencer le sport, je pense, à peut-être 4 ans, 5 ans. Ouais. Et parce que je suis ultra actif en fait. J'ai un problème de concentration. C'est ce qu'on appelle HPI. Ouais, alors je vais pas mettre des mots comme ça là-dessus. Voilà, ce qui est sûr, c'est que voilà, ce qui est sûr, c'est que j'ai un gros problème de concentration à l'école. Donc en gros, très vite à l'école, j'étais convoqué parce que j'avais du mal à me concentrer. Mes parents devaient venir. Donc il y a eu des sujets. À un moment donné, je me souviens de est-ce qu'il faut que je prenne des médicaments pour me calmer voilà. Et au final, j'ai pas pris de médicaments, mais j'ai fait beaucoup de sport. Enfin, je faisais plein d'activités, pas que du sport d'ailleurs, parce que je faisais judo, de la natation, du vélo, du triathlon, de la gymnastique. Et je faisais aussi du dessin pour essayer de capter, d'essayer d'avoir des phases de moments où j'arrivais à me concentrer. Ouais.
J'étais un peu baladé comme ça. Et tous les jours, je faisais 1 heure, 1h30, 2 heures d'activité. Ça devait être une logistique pour tes parents. Ouais. On avait une dame aussi qui s'occupait un peu de nous, quoi. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'arriver un peu à me canaliser, en fait, en réalité. Et donc, en fait, j'ai toujours fait du sport. Et le sport, pour moi, ça a été... j'ai toujours aimé le sport, le fait d'être en club, le fait de voir tous les copains. J'avais plein de copains, donc, du coup, dans plein de clubs différents. Donc, j'aimais bien. Et en fait, le vélo, j'y suis venu simplement parce que je vivais dans un lotissement. Ouais. Donc c'est un endroit où tu as tout plein de maisons en banlieue, enfin bref. C'est vrai, on n'en parle pas pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je viens de la campagne. Donc on est dans des lotissements, oui, voilà. Bien sûr, pour moi c'est normal. Mais c'est vrai que pour ceux qui viennent que de Paris, qui n'ont jamais quitté Paris, on ne sait pas forcément ce que c'est un lotissement. Oui, ils savent pas. Donc en gros, un lotissement. Et pour comment ceux qui poussent les tomates. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas... honnêtement. Donc bref, je vais dans une maison, dans un lotissement, donc c'est un endroit où il y a tout plein de maisons un peu collées, où forcément tout le monde connaît son voisin. Ouais. Et en gros, dans ce lotissement, tu avais des copains qui faisaient du vélo parce qu'il y avait un des gars qui était le président du vélo club compiègnois, quoi. Okay. Et qui lui avait fait du vélo toute sa vie, etc. Et en fait, je les voyais tout le temps s'entraîner. Moi, j'avais commencé le vélo par le triathlon. Okay. Et en fait... j'ai commencé à aller m'entraîner avec le vélo club parce que ils étaient à côté, en fait. Puis, au fur et à mesure, j'ai passé de plus en plus de temps au vélo club. Forcément, c'était devenu aussi des copains. J'aimais beaucoup la famille. Les entraîneurs, ils étaient très... ils me renvoyaient un peu une figure un peu paternelle qui me plaisait beaucoup. Et qui te manquait, en fait. Ouais. Et du coup, je suis allé... je sais plus vraiment à quel âge j'ai vraiment arrêté les autosports, peut-être vers 9 ans ou 10 ans, quoi. Mais à un moment où j'ai fait vraiment que le vélo, je pense que c'était vers 10 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Et vélo sur la route en fait, ouais, tu fais tout. On faisait tous les vélos. On faisait donc du VTT, du cyclocross, de la route, de la piste. Après, 70%, ça restait de la route. Mais on faisait toutes les disciplines, déjà parce que à l'époque, on apprenait un peu déjà pour savoir quelle discipline t'aimes. C'était pas du tout un truc où on te force ou autre, tu vois. Donc, non, bien sûr. En gros, tu pouvais te découvrir une appétence pour le vélo de piste ou autre. Moi, je faisais tous les vélos, enfin toutes les disciplines en vélo, un peu de VTT aussi d'ailleurs. Jusqu'à 20 ans, je faisais cyclocross, donc c'était que l'hiver, ça. Okay. Donc c'était une préparation de cyclocross, c'est comme du VTT, sauf que c'est un vélo de route. Et en fait, on est sur une piste et on a des obstacles à passer, donc il y a des moments où on court, il y a des moments où on est sur le vélo, quoi. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est une discipline un peu marrante. Et ça, souvent, ça se fait l'hiver, en fait. D'accord. C'est une course qui dure 1 heure et c'est 1 heure à bloc. Et en gros, donc ça développe ta technique. Donc ça, c'est top. Après, je faisais de la piste plus l'été, là. Donc la piste, c'est une piste avec un vélo de piste. Et puis après, le restant du temps, je faisais de la route. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, tu as fait beaucoup de compétitions. Enfin, ouais. Tous les dimanches. Ouais, parce que là, tu disais tout à l'heure que tu avais arrêté à 16 ans l'école pour te consacrer au vélo. Mais tu n'as pas fait, comment on appelle ça Sport-études, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de dispositifs de sport-études. Il y en a un seul que moi je connaissais, que je me souviens parce que ça remonte à longtemps quand même, qui était un vélo club, un pôle espoir à Roubaix, dans le nord de la France. Et j'y suis allé et ils ont considéré que j'étais pas assez bon. Okay. Donc j'ai pas été pris. Du coup j'ai continué parce que moi je pensais, enfin en tout cas j'avais envie, j'avais un rêve et je me suis dit je vais tenter mon truc. C'était quoi ton rêve? J'avais envie de devenir cycliste, quoi, professionnel. J'avais envie de gagner une médaille au Tour de France. Ouais, par exemple. Mais en fait, j'adore le vélo. Même encore aujourd'hui, c'est une passion. Donc j'adore ça. L'école, je m'ennuyais beaucoup. Je savais pas vraiment quoi faire d'autre, en fait. Ok. Donc tu t'es dit, là, je suis bon dans le vélo, j'ai l'esprit de compétition, j'ai envie d'y aller. Et je voyais pas quoi faire d'autre de ma vie que du sport. Ok, c'est ambitieux. Et du coup, à 20 ans, c'était ça, par là. Vers 20 ans, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as dû arrêter? Tu t'es rendu compte que, peut-être que le rêve était inatteignable ou tu avais besoin de gagner ta vie à un moment donné, tu pouvais pas te faire professionnaliser? En gros, alors oui, je me suis rendu compte à un moment donné que j'y arriverais pas. Ou en tout cas que ça allait nécessiter
probablement des choses qu'il aurait fallu que je fasse, qui étaient trop loin de... Un, déjà de mes valeurs, et deux, qui me faisaient peur. Donc concrètement, c'est le dopage. Donc ça, je me suis rendu compte que j'avais un peu atteint ce qu'on appelle mon plafond de verre, quoi. Ensuite, j'ai fait beaucoup de chutes les 2 dernières années. J'ai enchaîné 3 grosses chutes successives où, notamment, je me suis cassé plusieurs fois le poignet, les clavicules, des côtes, et je me suis notamment 3 fois de suite cassé le poignet droit, en fait. Et à chaque fois en tombant en course. Et en fait, à la 3e fois que je me suis cassé le poignet, donc déjà globalement, à chaque fois qu'on se casse quelque chose, ça veut dire qu'on perd 3-4 mois. Donc c'est comme si j'avais perdu 1 an et demi sur les 2 années où j'avais des pépins physiques. Et surtout, en gros, quand je suis revenu après la dernière chute, je me suis rendu compte que je commençais un peu à avoir peur. Peur de tomber. Ah oui. Bah ouais, parce que quand tu passes ton temps un peu à tomber, à t'arrêter 3-4 mois, et pendant ce temps-là... peur et en fait, t'es moins en maîtrise et tu t'éclates moins et t'es moins performant. Tu fais rien, surtout. Donc en fait, t'es obligé de te re-soigner. Et pendant ce temps-là, tes autres copains qui ont le même âge que toi, ils peuvent gagner des courses, ils peuvent avancer, et toi, tu stagnes, en fait, il se passe rien. Donc je me suis rendu compte que déjà, je prenais du retard, que j'avais pris du retard factuellement par rapport à d'autres gars qui, eux, avaient déjà un niveau nettement au-dessus du mien, quoi. Et à ce moment-là, en fait, le niveau, il monte tellement vite, quoi, que j'avais 1 an et demi, c'était déjà trop de retard. Et surtout, je me suis rendu compte que je commençais à avoir peur sur le vélo. Donc peur sur le vélo, c'est commencer à avoir un peu plus peur d'aller faire des sprints. Quand tu es dans un peloton qui a du monde, d'avoir un peu peur de ce qu'on appelle frotter, c'est toucher les mains des autres cyclistes pour se faire une place dans le peloton. Et j'ai commencé vraiment à me dire, en fait, ça commence un peu à me faire peur, parce que j'avais en fait peur de tomber, parce que j'avais peur de me blesser. Tu vois, et donc en fait, tu te retrouves à être dans une espèce de super mauvaise dynamique dans ta tête. Et à ce moment-là, en fait, j'avais commencé à avoir un psychologue, mais ça prenait du temps. Et en fait, j'ai fini par trouver que c'était trop de sacrifices. À ce moment-là, je crois que je l'ai dit, je sais plus si c'est en off ou pas, mais 18 kilos de moins à peu près. Ouais, tu l'as dit au début donc, que voilà, donc j'étais maigre. C'était dur le rapport à l'alimentation. Il faut savoir que t'as pas de vie sociale. Quand t'es cycliste, en gros, tu fais 20-25 heures d'entraînement par semaine, mais quand tu t'entraînes pas, tu te reposes. Et en fait, c'est-à-dire que tu restes chez toi, tu mets tes jambes en l'air et t'attends et tu te reposes. Tu vois, tu vas pas marcher aller pendant... boire un verre avec des amis, faire une soirée, faire tout ce que t'es censé faire à ton âge, en fait. Ça, tu le fais pas. Ouais. Et donc, en fait, t'as déjà 25 heures de vélo par semaine, ce qui est beaucoup, hein, tu roules tous les jours, beaucoup. Et puis ensuite, t'as pas de vie à côté. Parce que tu dois te reposer. Et je trouvais que ça commençait à être vraiment trop de sacrifices, quoi. Et donc, qu'est-ce qui te remet à l'école à 20 ans ? En fait, parce que t'aurais pu travailler, en fait. Si t'avais arrêté à 16 ans, t'aurais pu... Ouais, c'est vrai, en fait. Je sais pas. Je me souviens pas. Je pense que j'avais... si, je sais un peu, quand même. J'avais développé une forme de frustration de pas être comme tout le monde. Ouais. Et de voir les anciens copains qui, eux, avaient déjà un bac ou commençaient des études supérieures ou autres. Et moi, j'avais rien, en fait, à part un BEPC, quoi. Mon diplôme de 3e, tu vois. Ouais. Le brevet des collèges. Voilà, le brevet des collèges. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait ? Puis en plus, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais aucune idée de ce que je si t'avais tout misé sur le vélo et d'un coup, il n'y a plus le vélo, c'est... j'ai commencé par taper une petite dépression. Bon, c'est pas vraiment une dépression, parce que, tu vois, mais il y a eu 6 mois où vraiment j'étais perdu. J'étais perdu, je savais pas quoi faire. Et puis, j'imagine, je me souviens plus, je pense que ça a dû arriver par une discussion ou autre de t'as qu'à refaire ça. Puis moi, je fonctionne un peu souvent en rencontre, je me suis dit, allez, why not ? Et puis, comme je suis... assez vite, je me challenge. Je me suis dit, mais du coup, ça a l'air compliqué. Tiens, c'est ambitieux. Du coup, je vais essayer de passer mon bac par candidat libre, quoi. Okay. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me souviens, j'avais été voir 2 écoles. D'ailleurs, putain, là, tu me refais passer ma vie genre super loin, quoi. Non, je suis allé voir 2 écoles. Dont une école qui était genre un peu la plus proche de chez moi, pour me reprendre. Et je voulais j'aimais bien la cuisine,
Et donc, du coup, je voulais devenir cuisinier. Énorme. Ouais. Et donc, du coup, je suis allé à l'école, à un lycée professionnel pour faire un BEP cuisine. Et là, ils m'ont dit non, mais t'es trop vieux et tout, on prend pas de gens comme toi, il y aura un décalage de 4-5 ans avec les autres, c'est mort. Et donc, du coup, je me souviens de cette expérience où on m'a dit c'est mort. Je crois que je me souviens d'une autre expérience. Je me souviens plus quel BEP ou un truc comme ça que j'avais essayé de refaire. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc, j'ai commencé à faire mon truc tout seul dans mon coin, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a tellement énervé qu'il m'avait dit non. Tu vois, comme quoi, des fois, je suis vraiment perché, quoi. Parce que je viens d'y repenser, que genre 1 an ou 2 après, je suis allé faire un BEP en candidat libre pour l'avoir. Et puis juste pour leur dire, t'as vu... cuisine ? Ouais. Non. Alors du coup, entre-temps, j'en ai fait un autre. Parce que je m'étais passionné par la vente. Et du coup, je suis retourné... Moi, je suis vraiment teubé. Je suis retourné dans cette école et je leur ai dit, t'as vu, au final, et j'ai mon bac et j'ai un BEP, tu vois. Genre... Ok. Petite revanche. Non, mais donc, mais qui sert à rien au final, tu vois. Ça me fait marrer d'y repenser. Moi, après, je sais pas, mais t'apprends quand même beaucoup de choses, ça te forge, l'école. Tout ce que tu apprends, les bases de mathématiques, d'histoire géo, enfin, même moi encore maintenant, ça me sert, t'écoutes la radio, ça fait le rapprochement avec certaines choses. Donc, non, c'est plutôt bien que tu sois retourné à l'école. Mais pour pouvoir je sais même pas qu'on pouvait passer le bac en candidat libre. Ouais, et tu peux même... Mais l'apprentissage, comment tu rattrapes 3 années d'études en une ? Alors... en fait, ça, tu le fais. Tu peux prendre le temps que tu veux pour le faire. Ton bac en candidat libre. Moi, je me suis juste donné comme un... En fait, j'ai compensé ce que je faisais dans le sport dans me débrouiller tout seul. D'accord. Et en fait, je me suis dit, OK, tu peux le passer. Je me suis dit, je tente ma chance. Tu vois ? Et je me suis dit, ça se fait, je vais pas l'avoir. Ouais. Je recommencerai l'année prochaine. Et du coup, je l'ai eu, en fait. D'accord. Donc, tu as bûché. Et donc, ton HPI, je peux appeler ça comme ça maintenant, ton trouble de la concentration, finalement, quand tu es focus sur un projet, il t'empêche pas forcément d'avancer. Non. Ou alors, c'est chaque demi-heure que tu passes vraiment focus. T'intègres beaucoup mieux tout ce que tu lis, tout ce que tu apprends qu'une personne normale. Je sais pas, mais non, ça m'empêche pas d'avancer, par contre. D'accord. En tout cas, quand je me suis refixé après des objectifs, ça m'a jamais empêché de... Okay. Okay. Donc, du coup, là, tu as passé donc, ton bac, ensuite ton BEP. Ouais, le BEP, je l'ai fait en parallèle d'un autre truc, en fait. D'accord. Parce que, et après, école de com... En fait, à ce moment-là, du coup, j'ai fait jouer mon parcours d'ancien sportif. Et tu avais des écoles qui faisaient des admissions parallèles pour les sportifs. Ah, d'accord. Et du coup, en fait, j'ai fait une admission parallèle pour rejoindre l'ESC Lille. Okay. Et donc, en fait, c'est comme ça que je suis rentré à l'ESC Lille. D'ailleurs, c'était... tu vois, des fois, c'est là où tu te dis qu'on vit dans un monde vraiment chelou, des fois. Je me souviens de la plupart de mes copains pour ceux qui me voient, de l'ESC Lille, qui, pour eux, en fait, j'étais un peu une arnaque. Parce que j'avais pas fait le parcours classique. Le parcours du truc. Et j'avais candidaté. En fait, j'ai candidaté et j'ai fait j'ai fait le même tronc commun à l'écrit qu'eux, au final. Ouais. Un tâche-mage et un autre truc que tu fais dans les prépas. Ouais. Et après, j'ai eu directement un oral, en fait. Et je pense qu'au final, je faisais partie un peu des statistiques, tu vois, on n'était pas 100 000 à se présenter. Et donc, oui, j'ai probablement eu plus statistiquement de chance que quelqu'un qui aurait dû faire tout le parcours. Mais de l'autre côté, j'ai fait aussi, moi, 4 ans de sport à côté où j'ai fait que ça, tu vois. Donc, mais bon, bref, donc du coup, j'ai fait le SC Lille. Je pense que j'avais besoin d'être aimé ou autre. Et qu'à chaque fois, on me ramenait sur le fait de « Ah, mais t'as pas fait de la prépa ou autre ». Et en fait, j'avais l'impression d'être nul, comme j'avais échoué dans le vélo. Du coup, je voulais tout compenser, en fait. Et genre, en 4-5 ans, j'ai fait tout ce truc. Mais quand j'y repense, c'était un peu fou, quoi. Mais bon, après, c'est des bons moteurs. En vrai, c'est des bons moteurs. Je sais pas. Et tu vois, avant de commencer, je te parlais d'Antler, qui était le Startup Studio. Quand j'avais fait les entretiens pour y rentrer,
ça m'avait marqué parce que le partenaire, il te demande c'est quoi tes traumatismes, en fait. C'est quoi le truc que tu as au fond qui fait que tu n'abandonneras jamais. Et en fait, je sais pas, c'est tous ces traumas, ces problèmes d'ego, toutes ces fois où on s'est senti nul, qui fait que tu as envie de tout déchirer, que tu as envie d'aller plus loin, toujours que les autres. Et c'est pas forcément un point faible, en fait. En tout cas, quand tu es entrepreneur, souvent, tu as plus la niaque quand tu as vécu des traumas dans le passé. Mais dis-moi si je me trompe, après toi, quand on a connu plus, mais plutôt que quand tu as connu une jeunesse dorée où tout allait bien, tout était merveilleux, tu manquais de rien. Alors, je pense que alors, c'est possible. Après, je pense qu'il y a aussi plein d'entrepreneurs qui ont des drivers sans forcément être passés par là et qui arrivent tout autant à entreprendre. Et après, je pense qu'au-delà de l'entrepreneuriat, et même si on peut considérer que c'était bon, il y a évidemment, je pense un peu comme toi parce que j'ai un biais, que c'est mon parcours et je me dis, voilà, j'ai cette niaque au fond de moi et ça me drive, tu vois, beaucoup pour entreprendre. De l'autre côté, il faut que ça puisse être utilisé et avec un bon niveau de curseur parce que parce que si tu le fais avec un mauvais niveau de curseur, et là je commence à parler un peu comme un vieux mais parce que je vais avoir 40 ans, non mais c'est vrai, c'est que maintenant avec le recul je me rends compte que ça a eu aussi beaucoup d'impact sur ma vie perso parce que j'étais pareil en fait. Et donc du coup voilà, je pense qu'il faut apprendre, et ça c'est seulement l'expérience ou la maturité où on arrive un peu à se dire ok, c'est quoi mes points forts, et si ça c'est un point fort, d'utiliser ces points forts, mais par contre de les utiliser que sur des moments où où ça doit être utilisé. Et en fait ce truc d'ego qui peut être intéressant professionnellement, même si je pense que il faut avoir un ego mesuré, c'est-à-dire que il faut quand même être en capacité de pouvoir écouter un feedback. Et donc, tu vois, il faut quand même avoir un ego un peu entre deux, tu vois. Un ego de se dire pour soulever des montagnes, mais de l'autre côté, est-ce que je suis capable de me remettre en question, d'écouter ? Ouais. Après, ça nourrit quand même l'ego. C'est-à-dire, tu peux avoir un ego surdimensionné, mais avoir tout le temps envie de t'améliorer et d'être toujours meilleur, et donc d'écouter les feedbacks qui vont te faire avancer. C'est pas forcément l'un sans l'autre. Alors oui, mais ça, c'est la finalité. Ouais. Mais si l'image que tu renvoies à la personne qui te donne le feedback est de quelqu'un qui s'en fiche ou autre, tu peux peut-être aussi faire souffrir la personne en face, tu vois, et que ton processus pour arriver, toi, à ta façon de faire n'est pas forcément bonne pour tes interactions sociales, tu vois, ou humaines. Ouais, je comprends. Je suis contente parce que j'ai un peu cassé la coquille. C'est vrai que je m'attendais pas à parler. Tu vois, c'était vraiment mon objectif. Donc maintenant, on va pouvoir passer au vif du sujet. Ouais. C'est tout ton parcours entrepreneurial. Donc juste en un mot, tes expériences dans le corpo. Tu as parlé justement, c'était DHL ou concurrent de DHL, dans des services de vente, c'est ça ? De tes CAM. Ouais, c'est ça. Aventure entrepreneuriale, tes tout débuts. Comment ça s'est passé ? À quel niveau ? J'ai pas envie que tu répètes la même chose que dans le podcast Donner, c'est recevoir. Alors, on va faire une petite pause pub parce que très bon podcast de Dalia. Donc, Donner, c'est recevoir, qu'elle a enregistré avec Nicolas très récemment. Donc, c'est pas évident de passer après un podcast parce qu'on n'a pas envie de répéter les mêmes choses. Donc, si l'histoire n'est pas complète, je vous invite à écouter ce podcast Donner, c'est recevoir. Je ferme la parenthèse. Donc, pour pas répéter les mêmes choses, moi, ce qui m'intéresse, c'est les boîtes justement que tu as réussi à monter. Et je crois que c'est Swan qui a été un gros succès et que tu as réussi à revendre. Gros succès. Tout est relatif. Mesuré. Un succès dans les 4%. Ouais, mais après, quand tu es entrepreneur, tu as un rapport toujours complexe au succès, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de ces entrepreneurs, parce que j'ai pas envie de faire une généralité, qui ont un rapport compliqué au succès, à la satisfaction personnelle, et qui voient tout le temps plutôt ce que j'aurais pu faire différemment ou mieux pour probablement faire autre chose de ce projet que ce qui a été fait. Ok. Voilà. Bon, mais par contre, effectivement, c'est une entreprise dont j'ai eu la chance d'être à l'idéation, donc la création de l'idée. Alors, comment ça s'est passé justement au début ? L'idéation ?
Ouais. Alors déjà, est-ce que c'est... t'as dit, t'as fait 2 exits. C'est quoi les 2 exits? Le deuxième, YouBooks, qui était une plateforme, une application de lecture en streaming. Okay. Et Sohan, qui est du coup un outil de gestion financière pour les entreprises. Ok, intéressant. Voilà. Et donc, est-ce que déjà la première t'a permis de financer la deuxième? Un peu. Un peu. Oui. C'était un petit exit. Non, c'était bien. Enfin, c'était satisfaisant. Ouais. Je te sens un peu gênée. Du coup, je me dis que j'aime pas trop parler de... En fait, je pense qu'on a tous une définition... En fait, je suis un peu mal à l'aise parce que mon rapport à la chose, c'est que je considère qu'on aurait pu faire mieux. D'accord. Et que j'ai une forme de frustration, que ce soit sur ces 2 projets. D'accord. De l'autre côté, pour la majorité des entrepreneurs, si je m'exprime comme ça, ils pourraient penser que je suis un peu, que je plane un peu, que je suis faussement modeste ou autre, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas trop en parler parce que on reste quand même dans un environnement assez petit, qui est la tech, notamment en France, un écosystème qui est petit et du coup, j'ai plutôt tendance à essayer de rester... Enfin, j'ai pas de problème à en parler, mais... en tout cas, moi, j'ai un problème avec moi-même d'être fier de ce que j'ai pu faire ou pas faire dans ces projets. Ok. Voilà. Bon, allez, du coup, on repart sur l'idéation. Comment ça s'est passé, justement, si on se concentre sur ça puisque c'est l'idéation, en fait, elle est venue de rencontres. En fait, c'est... après YouBooks, je voulais sortir de la tech. Ça faisait à ce moment-là à peu près pas loin de 8 ans, 9 ans que j'étais dans la tech. Et comme je crois que tu le disais tout à l'heure, souvent je fais des nouveaux métiers tous les X temps. Ouais. Donc j'avais envie de rechanger un peu, de me ressortir de ma zone de confort et d'aller faire autre chose. Et en fait, je voulais faire un truc... C'est assez lunaire quand je pense à vraiment Sohan parce que à la base, Sohan, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que je voulais, 1, sortir de la tech, et 2, je voulais tellement sortir de la tech que je voulais faire des maisons en bois. Voilà, donc je voulais fabriquer des maisons en bois. C'est drôle, ouais. Genre des écologes. Ouais, à peu près ça. Okay. Voilà. C'était alors un peu plus... L'idée, c'était d'avoir une pièce d'environ 20-25 mètres carrés, ce que je l'appelle une pièce de plus en bois, un beau bois brûlé que tu pouvais mettre dans les maisons pour avoir une pièce supplémentaire pour accueillir ou pour travailler, parce qu'à ce moment-là, je te parle d'un truc qui a 7-8 ans, de plus en plus de personnes travaillaient à distance et avaient besoin d'avoir un bureau ou une pièce adaptée pour pouvoir travailler. C'est très drôle parce que j'ai rencontré un entrepreneur pas plus tard que la semaine dernière qui fabrique des écologes, donc la pièce en plus en bois. Okay. Et ils sont pas très loin de Paris en plus. Donc écoute, c'était en tout cas probablement un projet assez proche de ça. Ouais. Et en gros, à ce moment-là, donc j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'architectes. Donc j'ai rencontré une architecte avec qui je me suis associé et on a lancé ce truc. Très rapidement, elle m'a ouvert son réseau, j'ai commencé à rencontrer plein d'architectes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet dans l'architecture qui est la gestion des projets. C'est-à-dire que un projet d'architecture, souvent, il glisse. En fait, c'est-à-dire qu'entre le brief d'un particulier ou d'un professionnel, les différentes phases que tu peux avoir sur la préqualification de ce brief, le chantier, etc., ça glisse, ça prend toujours plus de temps, ça crée de la frustration pour les différentes parties prenantes. Et donc, je me suis dit, il y a un truc à faire pour digitaliser, améliorer les processus. Et en fait, assez vite, je dirais au bout de 4-5 mois, comme en fait je trouvais qu'il y avait un problème à résoudre, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Okay. Donc assez rapidement, on a fait évoluer ce projet sur... On est reparti dans la tech. On repart dans la tech. Et en réalité, 6 mois, donc on a lancé une plateforme de gestion pour architectes. À ce moment-là, on lève genre 300 000 euros sans rien. À ce moment-là. Alors, donc, je lève vraiment 300 000 euros. C'est-à-dire que je lève 300 000 euros en disant je veux créer un outil de plateforme de gestion pour les architectes
Okay. Le marché des architectes, c'est 30 000 architectes en France. Je te fais mon brief un peu de l'époque, tu vois. Ouais, mais j'adore, vas-y. Et voilà, ce marché, il vaut X milliards, tu vois, de marché de la réhabilitation ou de la construction. Il y a 30 000 architectes en France. On veut digitaliser ce processus. On va leur vendre un abonnement à terme. La première phase, c'est un premier outil qui va permettre à un particulier de trouver son architecte, l'architecte d'avoir un outil SaaS, donc un software, pour pouvoir digitaliser son parcours. Oui. Et on va vendre des abonnements. Voilà. Et j'ai besoin de sous pour faire ça. Donc là, je lève 250 000 euros à ce moment-là et j'ai rien. Enfin, à part ce que je viens de te dire là, tu vois. Ok. Et donc là, c'était auprès de fonds ou non, de que business des BA, angels? des petits BA. Ok, donc tu as quand même dû bien bûcher, les convaincre un par un. Là, comme je viens de le faire. Donne-moi ta méthode, moi je galère. Je sais pas, en tout cas, c'est fait littéralement comme ça en vrai. Tu vas me donner des cours de pitch. Peut-être que c'était un peu mieux que ce que je viens de le faire, mais en tout cas, c'était vraiment j'étais vraiment à cette étape-là en fait. Ok. On lève des sous, on développe une première version, et très rapidement, on se rend compte que ça va prendre plus de temps que prévu, que le marché. Ça va prendre plus de temps que prévu. 2, que je me suis mis dans un track où je suis en train de cramer de l'argent. Et je suis pas du tout dans un track où je rentre du chiffre d'affaires assez vite. Donc, je vais devoir relever de l'argent si je veux que le projet continue. Ok, parce que le logiciel, le SaaS que tu voulais mettre en place, ça demandait forcément un CTO, des développements. Exactement. Et en fait, avec 300 000 euros, ça suffisait pas pour payer un bon dev. À ce moment-là, on n'était pas sur, tu vois, aujourd'hui, les outils no-code, l'IA, etc. Donc, tu étais obligé de vraiment coder le truc. Un développeur, tu vois. Il me fallait des développeurs. Donc, ça coûtait plus cher. En tout cas, faire un MVP coûtait beaucoup plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Market Value Proposition. Le produit minimum pour aller vendre, ça coûte plus cher. Donc, au bout de 6 mois, je me rends compte que ça va prendre trop de temps. Et tu vois, et là, je refais encore un move sur l'idéation où je me dis, en fait, les architectes sont durs à convaincre. J'avais quand même le sentiment intuitivement de tenir quelque chose. Okay. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller et là, vraiment, je suis rentré plutôt d'un processus un peu d'opportunisme à un processus plutôt où j'ai structuré mon approche. D'accord. Donc, je me suis dit, je vais aller voir des différents types de personas, donc différentes professions. Okay. Et je vais valider les différents niveaux de pénibilité. Donc, je vais vraiment rentrer sur ce qu'on appelle une étude quali-quanti marketing pour vraiment valider que déjà, je résolvais un problème et que j'avais une proposition de valeur qui était forte. Okay. Et en fait, à ce moment-là, j'essayais d'identifier si j'étais ce qu'on appelle un nice-to-have ou un must-have. Okay. Et je voulais absolument créer plutôt un must-have qu'un nice-to-have. Bah, forcément. Donc, en gros, à ce moment-là, on fait un move vers les professions indépendantes dans son ensemble pour ouvrir la taille de marché et en fait, pour me donner une histoire à raconter à d'autres investisseurs. Donc, à ce moment-là, je relève de l'argent, je relève 1 million d'euros en disant on va digitaliser le monde des freelances. Okay. Voilà, des freelances, des professions indépendantes. Rien à voir avec le projet initial, en fait. Bah, c'était toujours un peu de la gestion de projet, mais j'étais plus proche, par exemple, d'un Trello ou d'un Asana. Enfin, tu vois, c'est Malte. Non, c'était vraiment un software qui permettait de digitaliser la relation commerciale que tu peux avoir avec quelqu'un. Et à terme, du coup, on est passé des archis aux freelance. Et freelance tout. L'idée, c'était à ce moment-là... Pas freelance architecte. En fait, à ce moment-là, j'avais aussi besoin de raconter une histoire pour relever de l'argent, parce que j'avais besoin de relever de l'argent. Bah ouais, mais du coup, les 300 000 que tu avais brûlés sur une solution initiale qui avait quand même avancé, j'imagine. Ouais. En fait, tu as dit, OK, on met ça à la poubelle et on part sur autre chose. Je me suis dit, on va réutiliser ça. Okay. Mais il faut qu'on raconte une autre histoire. Parce que relever de l'argent sur le marché des architectes, le marché n'était pas assez profond. D'accord. Donc, j'allais pas pour relever de l'argent. Donc, il fallait que je puisse raconter une histoire plus ambitieuse. C'est drôle, parce que pour autant, ils t'ont quand même prêté de l'argent au départ, sur ce même marché des architectes, qui finalement était trop petit pour une deuxième levée. C'est un peu la contradiction. C'est le sentiment que j'avais à ce moment-là. D'accord. Qu'il allait falloir, que j'allais devoir convaincre d'autres business angels. Là, j'avais un peu, on va dire... j'allais devoir rencontrer des nouveaux BA, c'est-à-dire que les premiers, c'était des gens que je connaissais. Ils ont beaucoup
Tu vois, ils ont mis de l'argent parce qu'ils me connaissaient. Ouais, okay. Et la deuxième phase, première tournée un peu love money. Voilà. Enfin, c'était pas des gens étrangers, quoi. Et c'est ça. Et je me suis dit, l'étape d'après, je vais vraiment devoir structurer l'approche. Donc, du coup, il faut que je raconte autre chose. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait un deuxième pivot. Et en fait, on est même arrivé à un troisième pivot pour faire ce que fait Sohan aujourd'hui. Donc, ça nous a pris en gros 2 ans pour arriver à peut-être même 3 ans. Ouais. Donc, on lève cet argent. On refait évoluer le produit. Là, à ce moment-là, on commence à avoir du volume d'affaires, des clients, de l'attraction, tout ça. Mais en fait, j'étais face à une difficulté qui était ce qu'on appelle l'ARPU, donc le chiffre d'affaires moyen que je gagnais par client. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vendais à des professions indépendantes, je leur vendais, je crois que c'était 19 € par mois, quelque chose comme ça. Okay. Donc, je gagnais, tu vois, genre à peu près 200, 240, 250 € par an et par client. Et en fait, je me suis dit, il va en falloir en convaincre beaucoup. Donc, tu es sur un marché d'exécution marketing, tu vois, comment tu fais, comment tu passes à 1000 clients, de 1000 à 10 000, tu vois, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien vendre quelque chose à 2000 €. Donc, je me suis dit, comment je fais pour prendre mon produit et arrêter de le vendre aux indépendants, mais de le vendre aux entreprises. Ok, donc passer au modèle B2B. Tu vois, comment je fais? Donc là, j'ai refait un travail marketing, réinterviewé environ 200 boîtes pour essayer d'identifier dans mon produit quelle était la feature, parce qu'on avait déjà beaucoup de fonctionnalités, quelle était la feature qui avait le plus de valeur. Ensuite, on a réajusté le produit. On a été convaincre du coup des boîtes. Donc là, on vendait ça à 99 € par mois. Voilà, on est passé en gros de 20 à 99 par mois. Et une fois que je suis arrivé à 400 000 € de revenus récurrents, là, je suis parti relever de l'argent, là encore. Ok. 400 000 € d'ARR ou d'MRR? Ouais, d'ARR. Là, je suis parti relever de l'argent encore auprès de fonds. Là, pour faire le scale, quoi. En me disant, ça y est, maintenant, j'ai mon produit, j'ai ma cible, j'ai compris comment, tu vois, capter mes premiers 400 000 €. Je vois comment faire pour aller faire le million. Maintenant, je peux aller me confronter à des professionnels de l'investissement parce que, voilà, je vois bien comment scaler la boîte. Là, on a relevé encore de l'argent, là, auprès de fonds. Mais tu vois, concrètement, ça nous a pris quasiment... C'est vrai que j'ai été super long pour répondre à ta question sur l'idéation. Il nous a fallu 3 ans quasi et 3 pivots entre... pour trouver le bon marché. Pour faire de Sohan ce qu'a été Sohan. Du coup, un outil de gestion financière qui permettait aux entreprises de se faire payer, de payer leurs fournisseurs et d'avoir un espèce de guichet unique, d'endroit unique dans lequel ils peuvent faire leur devis, leur facturation, le paiement, leur compta, leur pré-comptabilité. Donc l'équivalent de ce qu'on appelle un penny line aujourd'hui, qui est une très grosse boîte, on a fait partie de cette mouvance des outils de gestion financière. Et voilà, en fait. Mais tu vois, ça nous a pris du temps. Tu l'as gardé, tu l'as vendu au bout de combien d'années, en fait 6 ans. Ouais, à peu près 6 ans. Et donc, ta dernière levée de fonds, après tes 400 000 € d'ARR, c'était à peu près 3 ans? Plutôt 4 ans, je pense. Et donc là, dans les 2 dernières années, tu l'as fait exploser et c'est comme ça que tu as réussi à la revendre. Ouais, je l'ai fait exploser. Tout est relatif. Tout est relatif. La modestie de Nicolas, on connaît. Parce que je l'ai fait exploser aussi. Je faisais presque quelque part de l'humour noir sur moi-même, dans le sens où, oui, je l'ai fait exploser parce que j'ai cramé beaucoup d'argent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut remettre en perspective que c'était déjà il y a maintenant quasiment 3 ans. Et qu'il y a 3 ans, dans le monde du soft, on faisait plus des boîtes comme on les fait aujourd'hui, quoi. Déjà, j'ai fait partie de la fin des dernières belles levées avec un niveau de valorisation énorme. C'est-à-dire que nous, on a valorisé notre boîte un multiple de notre ARR très élevé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, parce qu'à cette époque-là, on pouvait lever avec des forts niveaux de valorisation. On a fait un peu partie de la fin de ces dernières levées avec ce gros niveau de valorisation. Et à ce moment-là, en fait, on valorisait des boîtes sur la valeur future qu'elles faisaient, qu'elles allaient faire, qui serait du coup la croissance. Moi, sur tous les BP que j'ai pu faire sur ces 6 années, et les derniers que j'ai fait avec mon fonds, jamais, à aucun moment, j'ai parlé de profitabilité. Oui, à l'époque.
à l'époque, en fait. Non, mais c'est ça. C'est clair. C'est clair. Les WeWork et compagnie, tu partais sur des modèles qui n'étaient pas forcément rentables. Tu cramais du cash parce que derrière, c'était la revente. On n'était pas challengé là-dessus. Je me suis jamais fait challenger. Sur la profitabilité. Sur un horizon de profitabilité. Je me suis fait challenger sur plein de choses. La croissance, l'allocation des ressources, tu vois. Mais jamais sur... Quand est-ce qu'on est profitable? Quand est-ce qu'on arrive au break-even, tu vois? Combien d'argent il faut pour ça? Parce qu'en fait, tu étais sur des multiples chiffres d'affaires, mais finalement, c'était normal pour eux de brûler du cash en se disant c'est vraiment, elle va exploser au bout d'un moment. C'était normal, usuel. En tout cas, ça faisait partie de quelque chose d'assez normalisé. Et c'est pour ça que je faisais de l'humour noir sur moi-même, dans le sens où, oui, j'ai fait exploser, dans le sens où je pense que ce qu'on a fait, et la finalité qu'on a eue avec Swan ne serait pas reproductible aujourd'hui. D'accord. En fait, toutes ces boîtes-là, finalement, si tu n'arrives pas à avoir des fonds, à relever des fonds, genre 1 million en série A, tu meurs. Exactement. Tu n'as plus de cash. Donc, tu es hyper dépendant des financements. Alors que le but d'un business, c'est d'être profitable. C'est de créer de la valeur et c'est de pouvoir durer. Maintenant, tout le monde parle de ça. Mais à l'époque, pas. Mais à l'époque, je te parle de moi, de ma dernière grosse levée, c'était il y a 2 ans, enfin 1 an, donc 3 ans, on va dire. Même à l'époque de YouBooks, on a fait 3 levées de fonds. À aucun moment, on a été challengé. Moi, pendant mes plus de 10 années dans la tech, jamais j'ai été challengé sur de la rentabilité. J'ai été challengé sur... J'ai dû faire une bonne dizaine de levées de fonds quand même. Mais jamais, même jamais, j'ai fait de BP. Ça paraît fou aujourd'hui. C'est pour ça que... Après, ce que tu disais dans l'autre podcast, c'est faut pas faire de BP, ça sert à rien. Mais... Non, alors le BP... Alors, oui, je l'ai dit. Alors, j'ai peut-être... Non, mais en fait, Nous allons prendre un extrait. Le BP, c'est un exercice. Je considère que c'est un exercice. Et en fait, le BP, il faut quand même en faire. Et en fait... Alors, après, c'est que ma lecture des choses. Mais le sentiment que j'avais quand je me faisais challenger sur mon BP... c'était ma capacité à pouvoir construire des hypothèses et partir du coup d'hypothèses de développement de ta boîte, que ce soit tes pertes, mais aussi ce que tu peux rentrer, et construire une stratégie autour de ça. Et en fait, c'est un exercice pour voir est-ce que ça marche, est-ce qu'on arrive à construire quelque chose, tu vois, à travers ce BP. Après, parce qu'un BP, c'est pas un budget. Un BP, c'est pas un budget, mais quand même. Alors moi, je l'ai fait pour mon propre projet. Mais le but pour moi, c'était d'être rentable le plus vite possible, pour être le plus vite possible moins dépendant des fonds. Mais parce que la vision, elle est différente aussi. C'est pas de la tech, c'est un produit physique. Donc forcément, il faut que tu maîtrises tes coûts. T'as pas le choix. Et puis ton BFR, parce que forcément, tu vas devoir acheter une commande. Ta première production, il faut bien la financer. Mais c'est pas du risque pur c'est pas de l'investissement de départ. Mais sans faire cet exercice, tu ne sais même pas où tu vas. Et même pour pouvoir scaler ta top line, si tu t'es pas fait un vrai plan et que tu sais pas, OK, il faut que j'aille chercher tel ou tel client, c'est quand même compliqué. Alors, après, peut-être que je suis biaisée parce que je viens de la finance et l'équipe Profitability. tu l'as dit, c'est que tu fais le BP pour voir si ça marche entre tes coûts, etc. Mais la réalité, souvent, c'est que le BP, il faut atteindre un certain niveau de maturité dans le développement de ta boîte pour construire un BP avec des prédictions qui soient fiables. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, tu es en phase d'itération. Et donc, tu vas tester des choses, que ce soit dans ton marketing d'acquisition ou autre, qui sont quand même de l'ordre du test. Donc, il faut accepter de pouvoir tester, de pouvoir soit prendre de l'avance ou prendre du retard pour pouvoir ensuite itérer, améliorer. Tu vois. Donc, en fait, le BP, en fait, pour moi, c'est un exercice et intellectuel quand même, pour voir si ça marche ou ça marche pas. Et ensuite, il faut quand même accepter que tu peux avoir à un moment donné un dérapage dans ce BP, parce que, si tu étais en maîtrise de ton budget à la ligne près et à l'euro près, t'es pas une start-up. Tu es déjà une entreprise avec un business model qui marche, avec des clients qui fonctionnent, avec un coût d'acquisition qui fonctionne. Après, je pense que c'est quand même, même si tu sais, c'est impossible de prédire l'avenir. Forcément, tu te trompes dans ton BP. Mais pour moi, ça te donne quand même un cap. Ouais, ça te donne un cap. Tu sais comment négocier tes coûts pour pas que ça dépasse le budget ou au moins t'en rapprocher. Et puis, tu vas te donner à fond sur les cibles que tu as targetées.
Je parle vraiment comme une start-upeuse, c'est insupportable. Excusez-moi pour les anglicismes, vraiment, je ne me reconnais plus. Moi, je le vois comme un outil, en fait. Ouais. Je le vois comme un outil qui va te permettre justement d'avoir une forme de compréhension globale de ton business. Mais je fais vraiment une différence entre cet exercice que tu fais, un peu en phase amont, et le moment où tu rentres sur la construction d'un budget, parce que tu as compris, tu vois, quels sont tes coûts d'acquisition, combien ça te coûte de gagner un nouveau client, combien tu vas en gagner sur l'année, combien ça va te coûter à dépenser, tu vois, et quel chiffre d'affaires tu vas générer. Ouais. Et ça, il faut un peu de temps, tu vois, pour pouvoir être en maîtrise dessus. C'est ce qu'on appelle le scale, en fait. Et cette partie-là, avant d'être dans cette phase de ta boîte, il faut connaître les autres phases. Ouais. Tu vois, et parfois, elles sont plus ou moins longues. Elles sont, la plupart du temps, souvent plus longues, tu vois, que moins longues. Ouais. Et du coup, pourquoi toi, en tant qu'entrepreneur, tu voulais vraiment revendre et ensuite faire d'autres projets? Ou Non. Non. Quel était le plan de base? J'avais pas de plan à la base. Non, j'avais pas de plan, pas du tout. Pourquoi revendre dans ce cas-là? C'est parce que t'en avais marre ou La dernière boîte, ouais, je crois que j'en ai parlé sur peut-être un podcast, je crois. Effectivement, moi, j'ai revendu parce que j'étais cramé, j'étais fatigué. Et maintenant, je peux en parler, mais je pense que je me rendais pas compte de la fatigue mentale dans laquelle j'étais sur les 2 dernières années. J'ai fait des décisions avec le recul. Je pense que j'ai manqué de clairvoyance. Cette clairvoyance que j'ai perdue était directement liée à mon état de charge mentale et de stress. Parce que faut quand même se dire que, tu vois, on en rigole un peu de se dire on a levé de l'argent, on cramait de l'oseille et tout, tu vois. Mais la réalité, c'est que pendant 6 ans, moi, j'avais quand même en donné plus de 50 salariés. Quand tu crames 200, 300 000 euros, 400 000 euros par mois, tu vois, que tu sais que tu as un renoué, donc à un moment donné, la fin. En fait, une start-up tu vois, moi, je disais souvent sur Swan, chaque jour qui passe, on est plus proche de la fin. Ah ouais. Tu vois, c'était ça mon mindset. C'était de me dire, chaque jour qui passe, c'est horrible. Je suis plus proche de la fin. Parce que chaque jour qui passe, je cramais de l'oseille. Et il allait falloir que j'en relève. Parce que même à la fin de Swan, s'il avait fallu que je mène... D'ailleurs, on avait fait l'exercice de se mettre dans situation de break-even. Il m'aurait fallu 18 mois supplémentaires. Tu vois, donc il aurait été nécessaire qu'on relève de l'argent, une fois de plus, ou au moins qu'on bridge à ce moment-là, pour nous permettre d'aller chercher le break-even, tu vois. Donc imagine, je pense que j'avais évalué entre tout l'argent cramé et le bridge qu'il aurait été nécessaire de faire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si globalement, tu vois, on aurait dépensé pas loin de 10 millions d'euros pour atteindre le break-even. Donc le point mort. Tu vois, le point mort. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est énorme. Donc voilà, et ça, c'est un truc. On se rend pas compte de la charge mentale que c'est à porter. Mais j'étais vraiment cramé. J'ai enchaîné les levées de fonds parce que c'était mon job de les faire. À ce moment-là, on était trois associés. C'était mon job d'aller convaincre. D'aller faire le commercial. Et un entrepreneur, un entrepreneur passe son temps à essayer de convaincre. Ouais. Et la plupart du temps, on lui dit non. Et en fait, ton enjeu, c'est pendant combien de temps tu vas tenir jusqu'au moment où tu vas craquer. Ouais. Parce qu'il y a un moment où toute la journée, on te dit non. C'est dur. Et c'est encore plus dur quand tu as des salariés que tu as embarqués, que le peu de personnes qui t'ont dit oui sont là, ils comptent sur toi. Tu vois ? Et donc, à ce moment-là, je pense que j'ai manqué de clairvoyance. Comme j'ai un rapport à la souffrance qui est probablement différente que la plupart des gens, pour moi, souffrir, c'était OK. Ouais. Et je me rendais pas compte que j'étais en train de me cramer. Voilà, par rapport à mon background, à mon rapport au sport d'endurance. Tu vois, à ce moment-là, je faisais des délires de triathlon. Donc, en plus, je me cramais déjà physiquement. Et en plus, je me rendais pas compte que j'étais en train de me cramer intellectuellement. Donc, en fait, je suis arrivé sur un moment où j'étais très fatigué, où j'arrivais plus à driver comme je le souhaitais mon board. Je rencontrais des vraies difficultés à gérer mon board et notamment les fonds d'investissement qui étaient rentrés au capital. Ouais, parce que c'est dur aussi. Les fonds, ils te mettent une pression pour que tu tiennes. Il y avait quand même une très forte pression. Et voilà. Et à un moment donné, j'ai réfléchi à plusieurs scénarios, dont un scénario qui d'ailleurs a été posé sur la table, à savoir que je parte.
et qu'on recrute un directeur général qui reprenne la boîte, un scénario qui a été mis en place. Okay. Je suis parti 2 mois avant que j'ai jamais réellement compris la raison du pourquoi, mais où ce DG finalement est parti. Et du coup, comme entre-temps, j'étais tout le temps le mandataire président de la boîte, les papiers n'avaient pas été faits. Je suis revenu quasiment dans la journée. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, on va vendre la boîte. Parce que je me vois pas, moi, du coup, comme j'étais tout le temps finalement le CEO président mandataire, je me voyais pas repartir sur un set de rechercher un DG. Ça m'avait pris 6-8 mois, tu vois, de trouver un DG, de l'onboarder, de se mettre d'accord, de vérifier si les personnes sont bonnes, d'être sûr avant de le présenter à ton board. Enfin, je me suis dit, moi, je me vois pas repartir pendant 1 an à recruter quelqu'un. Pendant ce temps-là, devoir rassurer les équipes de « Ah ben Nicolas est parti, il revient, mais il revient pour repartir ». Tu vois, t'imagines le truc. C'est, à un moment donné, après, ça fait perdre un petit peu en crédibilité. Tu dis au-delà de la crédibilité, ce qui comptait pour moi, c'était le projet. Donc en fait, à la limite, je m'en foutais de ma crédibilité. Moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'est-ce que je raconte aux collaborateurs, comment je leur donne envie. Non, mais crédibilité, pas que de toi, mais aussi de la boîte. Est-ce que ce board, est-ce que cette équipe dirigeante a la capacité à nous porter plus loin, et est-ce qu'on peut encore leur faire confiance? Donc voilà, et tu vois, et ça, ça nous a amené à prendre cette décision qui était de se dire, est-ce qu'on essaye? À ce moment-là, je pense que même dans notre board, personne ne nous donnait vainqueur. Et on a réussi. Voilà, après, on n'a pas gagné beaucoup d'argent parce que... T'as déjà tellement levé, puis avec les clauses, j'imagine que tu peux avoir un pacte. En gros, j'avais des clauses dans le pacte qui permettaient au fond, à un certain niveau, de revendre de la boîte, de récupérer leur mise. Donc du coup, concrètement, c'est-à-dire qu'ils se servaient en premier sur l'argent de la vente. Et donc voilà, mais en tout cas, ça a permis au projet de continuer, de s'intégrer dans un groupe. C'était acheté par qui? Une boîte qui s'appelle Plus que Pro, un groupe alsacien qui avait fait un LBO quelques mois avant, donc de 55 millions d'euros pour acheter du coup d'autres boîtes. On est arrivé pile poil à ce moment-là et encore aujourd'hui, le projet continue. Mais voilà, pour répondre à tes questions, c'était pas du tout mon plan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, et parce que c'est pas évident de se rendre compte qu'on est cramé. Moi, j'arrive à me rendre compte maintenant, même si ça fait déjà 1 an. Et tu vois, même sur cette dernière année, si je la décompose un peu en mois, il m'a fallu du temps pour arriver à là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire de nouveau à retrouver un processus de créativité. Parce que pendant plus de 6 mois, j'arrivais même plus à réfléchir. Ah ouais. J'étais vraiment, vraiment cramé. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas faire de dépression haute, ça ne m'a pas empêché d'avancer, de faire des trucs, mais je sentais que ce côté créatif que j'ai toujours eu, de me dire tiens, il y a un problème, il y a un truc à faire et tout, tu vois, d'avoir un peu ton le cerveau, là, il avait besoin de repos, en fait. Il n'y avait plus rien. Et donc ça, c'est pas facile. Donc voilà, je trouve ça peut-être bien d'en parler parce que je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs clairement qui passent par là. Ouais. Je vois sur LinkedIn un autre Nicolas d'ailleurs qui a aussi fait le podcast Les Sages, qui a cramé en pleine levée de fonds. Voilà, burn-out. Et en fait, tu te crames, t'es tellement dévoué, c'est tellement... je sais pas, ton truc qu'on disait tout à l'heure. C'est ta boîte, hein. C'est ta boîte, tu donnes tout en fait pour cette boîte, pour une cause, parce que tu as des salariés, parce que tes responsabilités, elles augmentent. Et en fait, c'est toi qui prends. Enfin, tu vois, t'es humain. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est les responsabilités augmentent, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, souvent l'entrepreneur, il est entrepreneur. Et il devient dirigeant ou chef d'entreprise, CEO. Et souvent, tu sais, tous les entrepreneurs qu'on voit sur LinkedIn, ils sont CEO, cofondateurs ou autre, tu vois. Moi, je considère que je suis devenu CEO de Sohan seulement après 4 ans. C'est-à-dire que je suis devenu CEO de Sohan le jour où j'ai compris que mes salariés attendaient de moi une certaine posture et que le fait que je sois un entrepreneur, tu vois, / créatif, n'excusait plus le fait que, pour mes collaborateurs, j'étais aussi le dirigeant de la boîte et que je devais les rassurer, que je devais les onboarder, que je devais les manager, et qu'il y a une vraie différence entre onboarder, du coup, donc donner envie aux premiers salariés, premiers collaborateurs de venir,
à un moment donné, quand tu finis par... tu vois, nous, sur la dernière année, on avait recruté, j'avais vu sur le registre du personnel, 125 personnes. Quand tu recrutes 125 personnes, il faut donner une vision claire aux gens, un onboarding clair, il faut leur dire c'est quoi tes missions. Et tout ça, en fait, c'est un autre métier. Ouais. T'es plus dans l'entrepreneuriat, t'es sur un job de dirigeant d'entreprise. Et il y a des entrepreneurs qui arrivent à faire ce move, qui arrivent naturellement, soit parce qu'ils ont les aptitudes, soit parce qu'ils ont l'envie, et soit parce qu'ils arrivent à le faire, et d'autres qui se rendent compte que c'est pas forcément ce qu'ils aiment. Tu vois. Et donc tu finis à plus vraiment être aligné aussi avec ta position. C'est surtout que tu te poses tous les jours la question de te dire est-ce que du coup je suis bon pour le projet ou pas. Parce que, et ça c'est un truc pour le coup moi que j'ai toujours eu en tête, qui était de me dire, même si je suis à la base de l'idée, que j'étais l'actionnaire majoritaire et le CEO de la boîte, je me suis toujours dit, je travaille pour le projet. Et c'est important. Donc, tu travailles pas pour toi, tu travailles vraiment pour le projet. Pour le projet. Donc, est-ce que mes skills, elles sont bonnes pour le projet ou pas? Ouais. Et j'ai pas toujours bien su répondre à la question. Il y a des moments où je me suis peut-être voilé la face ou autre, tu vois. Puis il y a des moments aussi où c'est dur de se dire putain, mais finalement, je suis peut-être arrivé à mon plafond de verre ou pas. Ouais. Tu vois, c'est pas simple. Puis t'as aussi, quand t'es donc cofondateur, CEO d'une boîte, t'as plusieurs casquettes. T'as la casquette du cofondateur. T'as la casquette du CEO. Donc c'est pas la même chose. Hein. Cofonder une boîte et être CEO, c'est un peu t'as un mindset et à côté t'as un métier. Et après, tu as la casquette aussi de l'actionnaire. On n'en parle pas, mais en réalité, le CEO devrait être capable, à un moment donné, de prendre du recul et de se dire, en tant qu'actionnaire majoritaire de cette boîte, est-ce que la direction qu'on est en train de prendre est bonne ou pas? Ouais. T'imagines à quel point c'est lunaire dans ta tête. C'est que tu devrais prendre de la hauteur sur ton propre travail et te dire ah mais attends, mais moi je suis actionnaire majoritaire, donc moi mon intérêt en tant qu'actionnaire majoritaire, c'est de gagner de l'argent. C'est que ça marche. Ouais. Mais heureusement, quand même, les fonds, les actionnaires sont là pour te rappeler au CEO. Ils te le rappellent bien. Oui. Tous les mois que tu n'as pas atteint ton objectif et clairement. Que... ils te rappellent, et ça par contre c'était très positif malgré tout ce que je peux dire sur les fonds, c'est que ils te font grandir très vite parce qu'ils te rappellent très vite que en gros c'est toi le patron. Et moi je me souviens, ils me disaient souvent ça, donc tu passes de je suis entrepreneur à je suis patron. Et de tu vas changer ta posture, et en plus d'être patron t'es aussi actionnaire, donc t'es aussi responsable, et en fait très vite. Et c'est pour ça que c'est là où, en gros, ça te met une forme de pression. Alors que tu as la pression que toi-même, tu te mets aussi par rapport à ça. Mais en revanche, c'est très formateur parce que moi, ça m'a ouvert vachement, tu vois, une perspective que j'arrive à voir aujourd'hui, qu'à l'époque, je ne voyais pas du tout. C'est-à-dire que quand j'avais ces discussions-là avec notamment un des partenaires du fonds, je voyais ça comme un affront direct. Ouais. Ah bah non, mais bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Maintenant, avec le recul, je me dis, c'était bien. Chacun a ses propres intérêts et le but, c'est de tous les faire converger. Donc, ça c'est super dur. Non, mais c'est ultra dur. Et d'ailleurs, j'aurais tellement aimé qu'on puisse aller sur ton activité maintenant que tu es investisseur et dans la Sportech. Mais tu vois, l'heure tourne, on a déjà dépassé le temps. Mais je suis contente parce que finalement, ça a pris une toute autre tournure. C'est le risque, tu vois, quand on n'a pas la trame. Non, mais en fait, j'avais la trame dans ma tête, mais c'est tellement... En fait, j'aime bien les discussions un peu plus profondes. Et là, je trouve que tu t'es vachement livré et qu'on est allé, pas dans le strass et les paillettes de l'entrepreneuriat, mais dans les conversations sans filtre. Et de toutes les blessures, toutes les souffrances qu'on a pu avoir dans une vie. Et c'est... en tout cas, je trouve ça particulièrement inspirant et ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc quand même, pour finir sur une note où on n'a pas envie de se pendre en rentrant à la maison... J'espère surtout pas, parce que c'est pas le cas. Tu connais la tradition. Non. On a un petit message pour toi qui m'a bien fait rire. Donc j'espère que... Voilà. C'est quoi la tradition déjà ? La tradition, c'est l'invité mystère. L'invité mystère. Le fameux. Donc, hop, je te laisse écouter. Tout d'abord, merci à Nicolas de m'avoir suggéré comme intervenant de ce podcast. Et merci également à Nathalie pour les échanges bienveillants qui m'ont aidé à formuler mon intervention. Du coup, au lieu de poser une question... Ah bah mince. J'ai reconnu, c'est Laurent. Bah ouais. Déjà. Bah t'as lu le nom. Du coup, au lieu de poser une question à Nicolas, j'aimerais plutôt partager avec vous une anecdote qui fut un peu le fil rouge de notre récent séjour à Girona, en Espagne, où nous sommes retrouvés la semaine dernière pour aller rouler sous des auspices météorologiques
plus clément que Bruxelles où réside Nicolas et Londres où je suis basé. Nous voilà donc à rouler, à nous entraîner chaque jour environ 1h30 à 2 heures lors de la pause déjeuner pendant la semaine et entre 3 et 5 heures lors des samedis et dimanches. Pour info, en général, pour rentrer chez nous, nous devions faire le tour d'un rond-point proche de notre hébergement. Mais taquin que je suis, alors que nous sommes en train de faire le tour du rond-point à la fin de notre première session ensemble, je crie à Nicolas qu'il faut absolument ne pas s'arrêter là et qu'il faut continuer et enchaîner avec un second tour du rond-point. Qu'ici, à Girona, il y a une étiquette du cycliste et qu'il ne faut surtout pas déroger à la règle et que dès lors, on se doit de faire 2 tours du rond-point. Évidemment, Nicolas ne comprend pas et peste autant qu'il essaie de comprendre. Voilà, une bonne image de Nicolas l'entrepreneur qui essaie de comprendre et de trouver des solutions tout en gardant un peu d'humour et la tête froide sur le pourquoi du comment du double tour du rond-point à Girona. Du coup, on sait toujours pas pourquoi. Mais en fait, c'était une blague. Mais non, c'est pas une blague. Mais si. Mais non. Il m'a dit que c'était complètement inventé et qu'il t'avait tourné en bourrique, c'est le cas de le dire, autour de ce rond-point pendant une semaine. Après, à tous les rides, on allait faire les 2 tours du rond-point et à chaque fois, je lui disais, il faut que tu me dises, c'est quoi cette histoire de 2 tours de rond-point, d'étiquettes, de machin, c'est quoi ce truc ? Et tu vois, il me dit non, mais viens, on le fait. Et alors moi, du coup, je me suis dit, bah, ça a l'air de vachement lui tenir à cœur. Donc je faisais mes 2 tours de rond-point bêtement, tu vois. Et je me suis dit, mais si les gens ils nous voient, ils comprennent pas. Tu vois. Il a toujours pas voulu me dire. En fait, c'est parce que il m'a trollé, quoi. Il t'a complètement trollé. Mais alors, c'est trop drôle parce que je pensais vraiment que tu le savais maintenant. Mais non, je savais pas. Non, je savais pas. Du coup, maintenant, je sais que c'est un troll. Je vais l'appeler dès que je... Ah bah oui. Et alors, attends, il avait quand même une question à te poser. C'est quel est le surnom qu'on t'a donné à Girona pendant votre séjour ? Ah, je me souviens un peu. Il t'a dit ? Ouais. Je me souviens... Attends, je crois qu'il m'a dit... Attends, je crois qu'il m'avait... Ouais. Je crois qu'avec un autre gars, ils m'ont donné un surnom, mais je me souviens pas du nom. C'était quoi ? Je crois que c'est Gaston Laplaque. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, exactement, c'est vrai. Faut quand même expliquer un peu le contexte de ce Gaston Laplaque. Pourquoi ? Moi, je sais pourquoi. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on fait du vélo, sur les vélos, il y a donc 2 plateaux. Un petit plateau et un grand plateau. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur ce qu'on appelle le gros plateau. Donc, il y a une expression dans le vélo on appelle la plaque. Et c'est vrai que j'aime bien rouler sur la plaque parce que je trouve que ça me permet d'avoir un travail musculaire, d'avoir mal aux jambes. Et donc, en fait, dans les bosses, j'ai tendance aussi à monter tout sur la plaque et ça les faisait marrer parce que je voulais pas mettre le petit plateau et à chaque fois, je leur disais le petit plateau, c'est pour les enfants. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est ça. Normalement, le petit plateau, il te permet de moins forcer sur les gens et de mouliner et de garder la même vitesse. Mais en fait, quand tu es sur la plaque, mais tu t'épuises. Ouais. Et je sais. Mais c'était par ego en disant non mais j'ai dit que je restais sur la plaque donc je reste sur la plaque. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que y a mon et à la côté fin tu souffres. Il y a mon côté chambreur où je me dis les gars vous allez pas rester petit plateau donc moi je dis bah moi regardez je suis sur la plaque puis une fois que j'ai fait ça tu vois je me dis bah du coup je suis obligé de continuer sur la plaque tu vois. J'ai toujours pas arrêté. Nicolas l'incrédule et l'ego. Ouais l'ego c'est vrai. Mais en fait, c'est mignon parce que tu vois, sur le côté rond-point, t'as dit ça lui donnait tellement à cœur que je pouvais pas aller contre. Donc, c'est quand même mignon. Ça, tu te préoccupes quand même si tu sais que ça lui fait plaisir. Je me suis dit qu'au final, il y avait peut-être une vraie raison. Et comme tous les jours, je lui posais la question et qu'il voulait pas me répondre, à un moment donné, j'ai fini par arrêter d'insister. Je me suis dit peut-être qu'il est pas à l'aise d'en parler. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, viens, on va faire les 2 tours de rond-point. C'était le côté... Donc... D'un côté, tu m'as l'air très pragmatique, en même temps, tu as un petit côté spirituel. C'est pas spirituel, c'est plus qu'en gros, j'avais le sentiment que c'était important pour lui. Donc je me suis dit, je vais arrêter d'essayer de comprendre, même si j'avais très envie de comprendre, parce que je trouvais ça un peu ridicule. Ce qu'il était, au final. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire. Voilà comment on se laisse influencer. Non, tu sais pourquoi ? Parce que quand on voyage, et notamment là, j'étais à Girona, du coup en Espagne, et là, dernièrement, tu vois, maintenant je vis à Bruxelles. En fait, quand tu voyages ou quand tu vas dans des nouvelles villes, il faut que tu t'adaptes aux pratiques ou autres. Et je me suis dit, peut-être c'est une coutume ici, et donc je ne dois pas la juger ou autre. Il faut que j'avais envie de la comprendre. Il n'avait pas envie de me le dire. Je me suis dit, du coup, je dois m'adapter.
Et donc voilà, et quand tu voyages comme ça beaucoup, bah, faut t'adapter aux pratiques. Donc je me suis dit peut-être c'était une pratique, je ne savais pas que c'était un troll. En tout cas, c'est un troll bien réussi parce que ça m'a fait la semaine. Merci Laurent, voilà. Tu m'as vendu du rêve. On en reparlera, Laurent. Pour finir avec le crible, quelques questions un peu plus personnelles. Si on a fait beaucoup de personnel. J'ai parlé beaucoup de vie personnelle. On n'a pas fait trop de business, mais bon, c'est pas grave, ça change. Je me remets près du micro, du coup, sur ma vie personnelle. Quel est ton plus gros défaut, selon toi ? Mon ego, du coup, je pense. On a beaucoup parlé, là. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est un putain de défaut, quoi. J'ai l'impression que ça m'a joué beaucoup de tours, en fait. Non, mais quand j'y repense... Je t'ai remis à ta place aujourd'hui. Non, mais c'est abusé. Hein. En fait, j'ai l'impression de... À chaque fois, tu vois, tout à l'heure, je disais, j'ai l'impression de comprendre, d'avoir 40 ans. Et au final, là, quand on a une discussion comme ça, je me dis, mais au final, tous les ans, ça se fait dans 1 an, je vais encore raconter une histoire d'un truc que j'ai fait par ego, où je vais dire, ah, ça y est, cette fois, j'ai compris. Mais je crois que je comprends toujours pas, quoi. C'est abusé, quoi. Falloir réinvestir dans la thérapie. L'ego, ça a l'air d'être un problème. Ça a l'air d'être un problème. Mais par contre, même si j'ai des réactions par ego, ça, c'est important. Par contre, je pense que je fais jamais un truc méchant ou autre, tu vois. Il y a un truc qui sonne. Oui, c'est la caméra qui s'arrête. Ta plus grande fierté? Je suis passionné. Je pense que je suis impliqué. Et j'essaie de faire les choses de façon très sérieuse. Et je pense que c'est une qualité. Et du coup, je suis assez fier de ça, de garder ce leitmotiv. Ouais. Et ta plus grande réussite, selon toi? Je ne sais pas répondre à cette question. Ton plus grand échec? Je n'ai pas de plus grand échec, j'ai plein de petits échecs. Et cette multitude de petits échecs, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'y voir plus clair sur la façon de ne pas les reproduire. J'essaye réellement de tirer des enseignements et de ne pas les reproduire. Donc, je n'ai pas un gros échec, j'en ai fait plein de petits échecs, des choses qui que j'ai trouvées insatisfaisantes. Mais j'essaye réellement de progresser, de devenir meilleur chaque jour. C'est un entraînement, en fait, la Bien vie. sûr. Voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que signifie pour toi réussir sa vie? Je pense que la signification aujourd'hui, elle n'est plus la même que la signification d'il y a 10 ans ou 15 ans, tu vois. Aujourd'hui, je dirais que réussir la vie, c'est ça ou ma vie? Ta vie. Ma vie, ça serait de trouver un équilibre entre ma passion pour l'entrepreneuriat, qui est un truc qui est vraiment ancré en moi, je pense, aujourd'hui, ma passion pour le sport et mon envie de construire une famille, de pouvoir vraiment arriver à trouver une forme d'équilibre entre... cette vie perso que j'ai mis de côté pendant longtemps et cette vie professionnelle qui a été palpitante, que j'ai pas vu passer. En réalité, c'est que ça fait 20 ans et j'ai pas vu passer. Je suis toujours passionné par l'entrepreneuriat, par les entrepreneurs. Et en fait, le temps passe vite. Et donc, j'aimerais arriver à trouver plus d'équilibre sur cette vie professionnelle qui, moi, je considère avoir beaucoup de chance. C'est-à-dire que chaque jour est différent. Je suis passionné. Donc, je me vois pas ça comme un job. Tu vois, genre, j'adore tout ça. Mais ça prend une place énorme. Ouais, je comprends. Tu vois. Donc, voilà. Donc, trouver son équilibre. Il faudrait être plus subtil. Voilà. C'est ce que je te souhaite pour la suite, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Et à très bientôt. À très vite. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Si vous vous êtes senti grandi à la fin de cet épisode, et c'est ce que je souhaite profondément, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à me contacter directement pour me donner vos feedbacks ou encore pour me proposer des personnalités extraordinaires dont vous auriez envie de tout savoir. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. À très bientôt.